Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, moi aussi. D'ailleurs, on a plein de choses à se dire. Et si je vous disais Lincoln, Mercury, Chevrolet? Vous allez forcément me dire USA. Si je vous dis Sunbeam, Lotus et Aston Martin, vous allez me dire Grande-Bretagne. Et si je vous dis 2 chevaux, Minimoc et Toyota? Bon, ça, on va le voir un tout petit peu après. Mais il existe bien un lien entre tout ce que je vous ai proposé, et ce lien s'appelle Bond, James Bond. Bonnet Penny, vous voudriez pas me rejoindre sur le canapé pour qu'on sirote ensemble un petit whisky? Un martini? Un vodka martini, shaken and not frozen, and what about the martini? L'agent 007 symbolise l'homme dans toute sa virilité, dans toute sa séduction. Au fil de la franchise, il s'est affirmé selon les mœurs et les tendances de l'époque. Mais finalement, on peut se poser la question, quel est le rapport qu'il entretient avec l'automobile? En tant que citoyen de sa gracieuse majesté, est-ce qu'il est finalement obligé de rouler avec une voiture de marque anglaise? Si on se réfère à ce qu'il boit, Vodka martini. Shaken, not stirred. finalement, c'est plutôt une boisson ou américaine ou anglaise. Si on se réfère cette fois à ce qu'il porte au poignet, là, il est plutôt sur des marques helvétiques, Omega, Rolex. Donc finalement, à la question, est-ce qu'il peut rouler avec autre chose qu'une anglaise? La réponse pourrait être tout à fait oui. Et bien c'est tout à fait ce qu'on va aller voir maintenant. Mais reprenons au commencement. 53 ans de carrière, 25 films, 6 acteurs différents, une vingtaine de voitures, soit finalement moins que de James Bond Girl. Donc peut-être que James Bond préfère les femmes aux voitures. Mais quand on voit toutes les voitures qu'il a pu avoir entre les mains sur ces 25 films, finalement la réponse est oui. Oui, James Bond aime l'automobile. Bien, il y a 3 grandes périodes. La première, c'est la période des Aston Martin. C'est forcément la plus connue, la plus glorieuse, la plus importante, la plus longue. Pendant ce temps-là, quand même, Aston Martin a connu 7 propriétaires différents, mais ça n'importe pas à James. James a su prendre toujours les plus belles Aston Martin. Et pour commencer, on parle bien évidemment de la DB5. You'll be using this Aston Martin DB5. C'est dès le 3e opus, le fameux Goldfinger, qu'on retrouve cette DB5 qui va traverser toute la franchise et qu'on va retrouver ni plus ni moins dans 8 épisodes. C'est celle qui marque, c'est celle qui incarne vraiment James Bond. 1021 exemplaires, donc c'est quand même une toute petite production. À l'époque, Aston Martin n'était pas forcément super emballé à l'idée de prêter sa voiture. Bon, on sait bien que finalement, c'était la bonne chose à faire. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, ce qui expliquera ce qu'on verra par la suite, les exemplaires les moins coûteux, les moins bien préservés coûtent 500 000 € et les plus coûteux, 3,5 millions. C'est le prix de la continuation réplique réelle par Aston Martin avec tous les gadgets qui s'est vendu il y a à peu près 2 ans. Nous voilà maintenant en 69. Et c'est un nouveau James Bond qui apparaît, le fameux George Lazenby, que finalement, globalement, personne n'est capable de nommer, qui est un top modèle australien. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que pour sa carrière, la production voulait le confirmer pour plusieurs autres épisodes, mais il s'est dit totalement has-been ce vieux personnage de James Bond, on est à fond dans la mode hippie, je vais faire comme Clint Eastwood, je vais tourner des westerns et je vais me laisser pousser la barbe. Je ne suis pas sûr que George Lazenby le regrette pas aujourd'hui. Bref, nouvel acteur, nouvelle voiture, la DBS, qu'on retrouve à la fois dans cet opus et dans le suivant en 1971. La voiture commence à plaire un petit peu plus aux États-Unis. Et donc forcément, aux côtés du 6 cylindres 4 litres, on retrouve un V8. En termes de production, on est à peu près similaire à ce que nous a proposé la DB5, à grosso modo 1100 exemplaires. En revanche, le prix n'est pas du tout le même. Le prix moyen est à peu près d'environ 130 000 - 150 000 €. Bien, maintenant on fait un saut 18 ans plus tard. Nous sommes en 1987 pour Tuer n'est pas joué. Et là encore, on a un nouveau personnage qui incarne James Bond, le fameux Timothy Dalton. Est-ce que c'est une coïncidence de reprendre une nouvelle Aston Martin quand il y a un nouveau personnage qui incarne? Mystère et boule de gomme. Toujours est-il que ce cher Timothy a la chance de chevaucher une magnifique Aston Martin DBS, l'évocation la plus sportive de toute cette lignée des DB. 3000 et quelques exemplaires fabriqués, très
très difficilement trouvables aujourd'hui. Globalement, la grande majorité de ces voitures-là sont au UK. Il y en a à peu près une vingtaine à la vente là-bas. Et le prix est un peu plus important que celui qu'on a mentionné tout à l'heure pour la DBS. Il est d'environ 230 000, 250 000 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous croire, parce qu'elle en a le look, qu'il s'agit d'une Vantage, mais en fait, ce n'est pas réellement une Vantage. Pour autant, comme souvent chez James Bond, en tout cas dans tous ses premiers opus, l'Aston est bardée d'options. Q se charge de la présenter à James, mais celle-ci n'échappe pas à la règle avec surtout un bouton magique qui est l'autodestruction. Qui aurait envie d'appuyer sur ce bouton? On refait un saut de 15 ans pour nous retrouver en 2002 avec une magnifique, peut-être une des plus belles avec la DB5, la fameuse Vanquish, qui dispose d'une option absolument extraordinaire, c'est celle de se rendre invisible. Je ne sais pas si vous avez tous en tête cette fameuse poursuite sur le lac gelé où à un moment il appuie sur ce bouton magique et on ne la voit plus. Il y a juste la fameuse Jaguar à fond de balle sur ce lac qui essaye de la voir et ben non, on ne peut plus la voir. C'est quand même une option parmi les plus fantastiques de la franchise James Bond. Ce qu'on a constaté précédemment se revérifie une dernière fois en 2006 avec l'arrivée de Daniel Craig. Donc, arrivée d'un nouvel acteur, une nouvelle voiture, l'Aston Martin DBS, l'extrapolation sportive de la DB9. Plusieurs choses à savoir. Donc, forcément, le film, c'est Casino Royale. Ce fut un tel carton qu'Aston Martin, jouant le jeu du marketing à fond, proposa une couleur qui s'appelle Casino Royale, celle exactement qu'on retrouve dans la voiture. On retrouve aussi une des spécificités de la franchise James Bond, c'est d'être capable à la fois de présenter avant tout le monde des voitures qui n'ont pas encore été commercialisées. C'est le cas un peu avant sa présentation officielle au concours de Pebble Beach. James a le droit de fouler cette magnifique Aston qui, encore une nouvelle fois, dispose de gadgets incroyables, le fameux défibrillateur. Il faut aussi mentionner quelque chose de tout à fait particulier avec cette voiture, c'est qu'elle figure dans le Guinness Book des records pour avoir effectué le plus de tonneaux dans une cascade avec une voiture à une vitesse élevée. On est à 120 km/h si je ne dis pas de bêtises. Elle a effectué 7 tonneaux. Il y a eu besoin d'un petit recours d'une catapulte pour l'aider. Mais on se rappelle tous, on a tous en tête James là qui est très énervé au volant de cette route sinueuse et qui au moment où il saute voit une femme allongée par terre. Évidemment, James ne va pas l'écraser. Donc part dans une embardée et effectue 7 tonneaux. Guinness Book des records, c'est à marquer d'une pierre blanche. Et nous voilà en 2015. Et pourquoi c'est important en 2015? C'est la sortie de Spectre. Et là, la production va encore plus loin. On ne va pas puiser dans un modèle qu'Aston Martin a sorti, va sortir. Non, on demande à Aston Martin de concevoir une voiture uniquement pour James Bond. C'est la DB10. DB10, pourquoi 10? Peut-être parce qu'elle a été produite uniquement à 10 exemplaires. 8 pour les besoins du film et 1 qui a été vendu on ne sait à qui et on ne sait à combien, estimé certainement autour de 3 millions et demi de dollars. Et pourquoi ça? Eh bien, le réalisateur, le chef-op et toute la clique n'étaient pas complètement emballés par la proposition qui était faite par Aston Martin d'utiliser une de leurs productions du moment. Et donc, en sortant, ils ont vu un petit sketch, quelque chose de dessiné sur le mur, et ils se sont dit, mais c'est juste démoniaque ce croquis. C'est celle-ci que l'on veut pour James, et c'est celle-ci que l'on veut pour dans 6 mois. Ils ont dit, vous êtes complètement fou. D'ailleurs, c'est quand même James, on ne peut pas trop lui dire non. Et donc, ils se sont mis à la tâche, à la planche à dessin, et ils ont conçu cette voiture. Last but not least, 2021, No Time to Die. Bon, ceux qui aiment James Bond s'en remettent toujours pas, c'est comme la Coupe du Monde, c'est comme Lewis Hamilton. On ne s'en remet pas. Toujours est-il que c'est l'apothéose côté voiture. Aston sort toutes les Aston que James a utilisées pendant ses 53 ans de carrière. On voit donc la DB5, on voit toutes celles qui ont marqué l'histoire et surtout la Valhalla qui n'est pas encore sortie et que James furtivement utilise pendant une petite course-poursuite. Dernier petit détail, si je vous dis 70, ça n'a rien à voir avec la DB5 qu'utilise James, c'est pour dire qu'il y a 70% d'adhérence en plus qui a été obtenue par la production. En faisant quoi? Tout simplement en déversant des milliers et des milliers et des milliers de litres de Coca-Cola sur les routes arpentées par James avec les AC doux pour augmenter de 70% l'adhérence, parce que même les meilleurs cascadeurs qui étaient utilisés, anciens pilotes de rallye, n'arrivaient pas à garder la DB5 sur la route. C'est la fin connue pour le moment.
Qui sait seulement si James, Madame James, Monsieur James utilisera encore une Aston? Rendez-vous en 2024. Est-ce que James a toujours eu des Aston? Eh bien que non. Pourquoi? C'est une histoire de gros billets en fait. BMW s'est dit, je peux faire un énorme placement de produits. Et la production, qui jusque-là avait certainement refusé un certain nombre de placements de produits, se dit, compte tenu de nos petites problématiques financières, on ne peut refuser les 75 millions de dollars proposés par la marque BM pour utiliser ces modèles. C'est comme ça qu'en 1995, Pierce Brosnan se retrouve au volant d'un Z3 qui a énormément déçu tous les aficionados de la franchise, parce que franchement, le roadster est relativement mignon, craquant, mais on est quand même très loin des Aston Martin utilisés auparavant. C'est donc la première voiture non britannique à apparaître de manière si visible dans la franchise. Bon, pas de quoi décoiffer avec les performances, 4 cylindres, 1,6 litre, 115 chevaux, mais c'est surtout parce qu'elle est bardée d'équipements. Fameux missile Stinger, un parachute dans le coffre, un scanner anti-radar. Mais ce qui est étonnant et ce qui a vraiment beaucoup déçu les amateurs, c'est que finalement on la voit très très peu. James la roule avec à Cuba et il l'échange très rapidement par un avion, ce qui est certainement plus simple là où il est. Mais en fait, on a compris pourquoi cette BM n'était pas utilisée. C'est que justement, dans le placement de produits, BM ne voulait surtout pas qu'il y ait trop de poursuites et que sa voiture se retrouve dans des conditions un peu délicates. Donc, pas de tonneau, pas d'accrochage, rien du tout. Il fallait considérer que BM étant ce qu'elle c'est, une voiture bien construite, sécuritaire, eh bien, James devait être comme ça à l'intérieur, bien, bardé d'équipements, mais surtout pas à faire le foufou. Et oui, parce que si on réalise, elle a été à l'écran moins de 3 minutes. Ce qui est vraiment un camp très court, ce qu'on verra par la suite, et finalement surtout aucun gadget utilisé. Donc elle a bénéficié d'un énorme marketing puisqu'on ne l'avait pas vu, James Bond la présente, roule un peu avec, on lui dit qu'elle a plein d'options, plein d'équipements, et finalement personne ne les utilise ces équipements. Très très décevant. On est 2 ans plus tard et on retrouve une nouvelle fois une BMW, cette fois-ci une série 7, une grande limousine. On a du mal à comprendre la cohérence. James passe d'un petit Z3 à une énorme limousine, 750 avec un V12. En fait, on apprendra plus tard que c'est bien une 740 pour des histoires de poids. Le petit clin d'œil qui est fait par la production à ce moment-là, c'est de mettre le même plaque d'immatriculation qui avait été celle apposée sur la DB5 de James avec Sean Connery. Un petit peu court. Bon, elle est bien évidemment dotée d'un certain nombre d'options, d'équipements. Cette fois-ci, il l'utilise un petit peu plus, on la voit plus. Mais le seul point qu'on peut faire, le rapprochement qu'on peut faire entre BM et James Bond, c'est que BM aura développé et commercialisé une version exactement similaire à celle qui est présentée dans le film, très blindée, avec un certain nombre d'équipements, pour la vendre aux hommes d'affaires, surtout dans les pays de l'Est, qui pourraient éventuellement se dire que le blindage peut être très utile. Et on finit en 99 par la fin de la collaboration entre BM et James, mais cette fois-ci on finit quand même en beauté, puisque James a le plaisir de conduire une Z8. Heureusement, on la verra assez peu en action sur les routes, pour montrer son bruit et ses capacités. Elle se retrouve assez rapidement au bout d'un ponton, découpée par une énorme fraiseuse. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que la production n'avait pas encore débuté et que BMW n'avait pas de voiture à fournir. Donc la production s'est débrouillée, elle fait un gabarit similaire, mais finalement il n'y avait pas grand-chose à utiliser. Bon, je vous sens quand même super déçu par ce partenariat, je ne vais pas vous cacher, moi aussi je le suis. Bien, on finit avec la Z8, mais il y a cette petite arrière-goût. Souvenez-vous, je vous ai parlé au tout début de Mini-Moke, de Toyota, de 2 chevaux. Et oui, parce que James Bond a eu aussi des voitures qui ne sont pas ni des BM ni des Aston Martin. C'était l'époque encore un peu folle où, au gré des partenariats, voilà, on pouvait prendre l'une ou l'autre des voitures. Et James a quand même commencé, ni plus ni moins, avec une Sunbeam Alpine dans le premier opus, Dr No, avec Sean Connery. On a pu ensuite voir une 2 chevaux dans les mains de Roger Moore. On a pu voir une AMC Hornet. Alors pour les plus amoureux, férus de cascade, c'est cette fameuse voiture qui n'est vraiment pas très jolie, mais qui a la particularité de faire un 360 passant d'un pont arrivant sur l'autre. Cascade réalisée sans trucage et la première fois, une vraie prouesse encore à mettre à l'actif de James Bond et de toute l'équipe de tournage. Et comment ne peut-on pas finir avec l'une des plus exclusives, les plus passionnantes, les plus dinguissimes des voitures? D'une part, parce que c'est la séquence avec une voiture dans le James Bond la plus longue, 9 minutes pour être très précis. Et puis c'est surtout la voiture qui fait fantasmer le monde entier et l'homme le plus riche du monde,
Elon Musk. Il voue une passion, un culte incroyable, puisque ni plus ni moins, c'est lui qui a acheté la version de la Netwelly. Je veux bien sûr parler de la Lotus Esprit qu'on retrouve dans 2 opus, celle de L'espion qui m'aimait, qu'on retrouve sous l'eau, et celle de Rien que pour vos yeux, version un petit peu après, qu'on revoit arriver au volant Roger Moore, dans une magnifique version rouge, Hackstatt, avec ses skis placés à l'arrière. Bon, et citons encore quelques marques pêle-mêle, la Bentley au début de la franchise, la Toyota 2000 GT et pas n'importe laquelle, la version Speeder, elle n'a jamais existé. Pourquoi elle existait pour ce James? Tout simplement parce que Sean Connery ne rentrait pas dans la version coupée ou avait l'air un tout petit peu ridicule. Et du côté des Français, oui, on a eu 3 représentantes, la 2 chevaux avec Carole Bouquet, qui donna lieu d'ailleurs à un modèle spécial, la 007, toute jaune, avec des petits trous partout sur la carrosserie. On a également une R11 TXE, la fameuse scène de la cascade tout près de la Tour Eiffel dans la Seine parisienne. Et très furtivement, pour les grands connaisseurs, une R5 Turbo. Et pour être complètement exhaustif, l'une des plus sonores, la Ford Mustang Mach-1 et la Maserati Biturbo dans une scène poursuite avec un camion-citerne qui vaut le détour. Bon, James, il les a pas toutes eues, mais il en a eu beaucoup. Et des très charmantes. Et vous, si vous aviez eu la chance d'être à sa place, vous auriez pris laquelle? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. Vous likez, vous commentez, vous abonnez, vous activez la cloche. Et puis on se revoit très bientôt. D'ailleurs, si je vous dis baleine, coupé 4 portes et chasse, ça vous met un peu sur la voie. À bientôt!